Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. Un jour, François Duvalier a récité ce serment d'Hippocrate, cette promesse sacrée faite par les médecins. Mais le destin en fera autre chose. Un président à vie, un tyran, un homme dont le règne fera couler des larmes, des cris, des vies entières. Ce soir, je vous raconte la tragédie d'un médecin qui a tourné le dos à sa propre parole. Bonjour, bonsoir, vous écoutez Medicine City, le podcast de True Crime médical francophone. Nous explorons ensemble les recoins les plus sombres de la cité médicale humaine. Je suis Falciparum. Et moi, je suis Bloody Nurse. Nous sommes mariés dans la vraie vie pour le meilleur et surtout pour le pire. Nous sommes de grands amateurs de podcasts. Nous avons décidé ensemble de nous lancer dans cette aventure. Je suis préleveuse de sang professionnelle, fan de transfusion et enquêtrice amateur. Et moi, je suis médecin professionnel et comme Bloody Nurse, également criminologue amateur. Alors, si vous souhaitez nous entendre vous raconter les crimes, les scandales ou encore les affaires les plus sordides de la médecine, vous êtes ici chez vous. Je vais de suite faire une mise en garde pour vous, chers auditeurs. Compte tenu des sujets abordés, nous ne recommandons pas l'écoute de ce podcast à un public non averti. Nous essayerons de vous prévenir des moments les plus difficiles, même si l'idée n'est pas de faire dans le sensationnalisme. Ou le partage de recettes funestes. Non, ça c'est sûr, c'est pas un bloc de cuisine ici. Mais sur ce Bloody Nurse, ne serait-il pas temps d'enfiler nos blouses, nos stétos, et nous plonger dans l'univers aussi fascinant que sombre de la santé humaine et de ceux qui la pratiquent ? Allez, Falciparum, allons-y. Mais juste avant, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux, nous laisser des likes et des commentaires. Oui, ou encore de nous rejoindre sur notre Patreon, où vous trouverez du contenu bonus additionnel au fur et à mesure des épisodes et des saisons. Mais sur ce, je crois qu'il est temps de passer les portes de la ville. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Après cette semi-absence, enfin ce petit retard sur le planning, mais qui en fait n'est pas un retard puisqu'on publie tous les jours en ce moment, et que ce calendrier de l'Avent nous prend finalement un peu plus de temps et d'énergie que ce qu'on avait imaginé. Et pas que, la grippe nous prend beaucoup d'énergie, surtout à celle des enfants. Du coup, il faut en 2 semaines de temps, on a eu les 3 enfants à la maison malades. Donc voilà, peut-être que vous avez entendu il parlait du nez dans les enregistrements de calendrier de l'Avent que je vous invite à aller écouter. Là, c'est Bloody Muse qui termine sa grippe, elle aussi, une grippe qui est assez... assez costaud. Là, on a eu plus de 40. Enfin bon, voilà. Nous manque plus que Falcipadog. Les joies de l'hiver. Ouais, c'est ça. Alors, j'imagine que tu as reconnu la petite introduction, le petit texte. Oh oui, dès la première ligne, je me suis dit, tiens, c'est un truc que je connais bien parce que pour le coup, je l'ai récité. Alors, c'est pas totalement celui-là que j'ai récité. En fait, il y en a quelques... C'est la révision, celui-là. Ouais, il y en a quelques versions différentes. Je
pense que... Ouais, non, si, c'est peut-être celui-là que j'ai... C'est révision de 2012. Ouais. Je suis allée le chercher Ouais, ça doit être celui-là, je sais pas. sur le site de l'Ordre des médecins. Donc du coup, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est le fameux serment d'Hippocrate. Que français. Alors, du coup, c'est pas exactement la même chose que la personne dont on va parler aura forcément dit. Il y a une version spécifique haïtienne, puisqu'il vient d'Haïti, notre ami François Duvalier, dont on va parler, qui est médecin. Pas si c'est bien de l'avoir comme ami, lui. Non. Pas trop. Donc du coup, ils ont un texte aussi qui est qu'on trouve en ligne sur la faculté d'Haïti. En Haïti, à Port-au-Prince. Ouais, c'est ça. Et je l'ai pas mis parce qu'il est vachement plus court. La partie qui est donnée est vachement plus courte et je trouvais que le texte dit en France en tout cas était vachement percutant. Puis c'est surtout que comme il y a aussi une histoire française en Haïti, pas bonne, mais elle est là. Ils se sont tu vas nous en parler un peu. Oui. Ils se sont inspirés du serment d'Hippocrate, comme tous les pays du monde, quasiment tous les pays du monde d'ailleurs. Il n'y a pas que chez nous. En tout cas, un thème et un personnage totalement dans le thème de Medicine City qui a, pour le coup, vraiment sa place chez nous, quoi. Et c'est Il y en a pas comme le ça seul. Quelques-uns, parce que... Donc c'est notre premier président qu'on fait. Oui, ce ne sera pas le dernier. Ouais. Oui, il y en a président, quelques-uns. dictateur, tout ça, il y en a quelques-uns. Il a l'étiquette de président à vie, certes, mais il est président. Il y a quelques-uns encore en activité, ou en tout cas encore en vie. Je pense à un notamment qui est en exil actuellement à Moscou, Bachar el-Assad, qui est ophtalmo. Tout à fait, que tu avais prévu de faire. Ouais. Je m'étais dit, est-ce que je vais le faire ou pas? Et puis finalement, je me suis dit que tu voulais le traiter. Donc, gros sujet, Bachar el-Assad. C'est ça. Et donc, je suis content qu'on parte sur ce chemin-là, puisque pour le coup, comme je dis, comme je dis souvent, il y a la particularité des soignants, c'est de pouvoir, comme un certain nombre d'autres catégories, les politiques, les militaires et les membres du clergé, de passer au stade industriel au nombre de décès, de victimes. Sans que ça soit visible. C'est ce qu'on avait évoqué dans Nils Hogel. Ouais, et qu'on évoque relativement souvent, mine de rien. Et là, pour le coup, lui, il est les deux. Il est à la fois médecin et à la fois politique. Et ça a fait des dégâts. Toujours détonnant. Voilà. Bon. On est parti ? Je vais te laisser y aller. T'es prêt ? Moi, je suis prêt. Allez, c'est parti. Donc, on va, comme d'habitude, commencer par l'enfance, la jeunesse. Voilà, la petite explication de sa vie avant. François Duvalier est le fils du professeur Duvalier, juge de paix, professeur et journaliste. Sa mère, Ouricia, ou Oulicia Abraham, elle, on n'a pas trop d'infos sur sa biographie. Il est issu d'une famille originaire de la Martinique. Il naît à Port-au-Prince, qui est la capitale d'Haïti, le 14 avril 1907. Oui. Tu fais un peu de géographie un peu plus tard ou pas pour situer Haïti ? Oui, tout à fait. Il n'est mentionné nulle part s'il avait des frères et sœurs, ainsi que très peu d'informations concernant son enfance et sa mère. Il aurait, donc entre guillemets, il aurait été élevé par une de ses tantes, sans savoir si elle est maternelle ou paternelle, ça je ne sais pas, et sans savoir réellement pourquoi il a été élevé par elle. J'ai vu plein d'infos différentes sur ce sujet, donc rien n'est sûr sur ce pan de sa biographie, donc c'est vraiment des gros guillemets, quoi. Il va faire sa scolarité dans les écoles de la capitale où il est décrit comme un élève discret, réservé, travaillant beaucoup seul. Sa fin de scolarité, elle sera faite au lycée Pétion à Port-au-Prince. C'est à cette époque un des plus grands lycées de Haïti où il obtiendra son diplôme de fin d'études secondaires en 1928. On y dit que Duvalier va y développer un grand goût pour la lecture, un intérêt important pour l'histoire et pour l'anthropologie. Et apparemment une fascination précoce pour les mouvements politiques et surtout le folklore haïtien. On va beaucoup le décrire ça après aussi. Il est également attiré par les enseignements intellectuels du lycée qui participent à la formation d'une génération brillante, mais politisée. Ça aussi, on va pas mal le décrire parce que le contexte, on va dire national, fait qu'ils étaient très politisés à cette époque aussi. Il s'inscrit dans la foulée à l'école de médecine de la même ville, où il obtient son diplôme de médecin en 1934. Équivalent médecine générale.
Pendant ses études, il se passionne pour la médecine générale, la santé publique, l'épidémiologie, les maladies infectieuses, qui sont assez récurrentes chez eux. Ah bah oui, c'est forcément maladie tropicale et infectieuse, c'est tout un chapitre on va en parler aussi. Dans les études de médecine. Durant ses études, il se distingue particulièrement par son sérieux, sa rigueur clinique, ses très bons résultats en parasitologie et en maladies tropicales. Et forcément, avec un blaze comme Falciparum, je ne peux qu'apprécier. Oui, tu vas voir. Après 1934, Duvalier n'entre pas immédiatement en politique. Il va rejoindre les campagnes de santé publique dans les zones rurales haïtiennes, qui sont notamment faites par l'international, les États-Unis et Haïti en lui-même. Il s'attire alors les faveurs des populations pour son aide à la lutte contre le typhus, le pian et d'autres maladies de l'extrême pauvreté. Du coup, tu vas les détailler ou... Oui, tout à fait. Donc je garde ma frustration. Oui, c'est ça. C'est là qu'il va construire son image médecin du peuple, humble, proche des plus pauvres, soignant en sandales dans les campagnes isolées, etc. Tout le packaging, quoi. Il gagnera aussi son surnom de Papadoc. François Duvalier va aussi épouser Simone Ovide le 27 décembre 1939. Donc Simone Ovide, c'est la future maman doc pour le peuple. Et c'est une infirmière issue d'une famille plus aisée que celle de son mari. On n'aurait pas un cliché là l'homme médecin, la femme infirmière. Qui rencontre sa femme pendant le travail. J'ai déjà vu ça quelque part il y a 18 ans. T'es pas encore président à vie. C'est ça. La famille donc, de sa femme est reconnue, respectée et elle est décrite comme cultivée, élégante, ambitieuse, socialement habile. Leur union est souvent vue comme une alliance sociale ascendante pour lui et une alliance intellectuelle et ambitieuse pour elle. Il n'y a pas énormément de descriptions sur elle, c'était la mama, quoi, si tu veux, qui s'occupait de la famille, etc. Donc c'est plus un mariage stratégique que sentimental quand même. Et toute sa vie, Simone gérera le domestique et son mari sera peu démonstratif en amour quand même, apparemment. Ils auront 4 enfants, 3 filles. Marie-Denise, qui est née en 1942, qui est sa préférée et une figure importante du régime de François Duvalier. Ensuite, on a Nicole, qui est née en 1944, et Simone en 1948. Les deux sont un peu plus discrètes. Et un fils, Jean-Claude, qui est né en 1951, qui est l'héritier de son père et surnommé, lui, Baby Doc. Donc, maintenant, on va parler un petit peu du contexte historique, sociologique, politique et géographique de Haïti pour savoir un peu dans quoi il a grandi et pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu. Donc, on va parler de Haïti. Où est-ce qu'elle est positionnée ? C'est la partie ouest de la grande île Hispaniola. C'est la partie ouest, donc à gauche, si vous regardez sur une carte, pas très loin des États-Unis, au niveau des Caraïbes. Et vous avez la République dominicaine à droite et en plus petit à l'ouest, Haïti. C'est une république qui est la première au monde à avoir été établie suite à une révolte d'esclaves. Donc c'est face à la France qu'elle a gagné sa liberté en 1804. Anciennement surnommée Saint-Domingue par les Français, elle prendra le nom de Haïti, qui était un des noms donnés à l'île par les Amérindiens Taïnos avant leur extermination par les Espagnols. Pour information, l'île avait 3 noms donnés par les Taïnos. Donc c'était Haïti, A-Y-I-T-I, Quisqueya et Boyo. Haïti a été choisi. Et en fait, Haïti, écrit A-Y-I-T-I, signifie terre des hautes montagnes. Donc elle subit l'occupation militaire américaine de 1915 à 1934, suite à une instabilité politique extrême. On a eu 7 présidents en 5 ans. Des révoltes armées permanentes, assassinats politiques, gouvernements renversés par des factions rivales, des pressions des groupes armés appelés les CACOS aussi, que je ne détaillerai pas ici. Et en juillet 1915, le président Vilbrun-Guillaume Sam est lynché par la foule après avoir fait exécuter 167 prisonniers politiques, ce qui est énorme. Et c'est à ce moment-là que les Américains sont arrivés pour permettre un retour à l'ordre et plus en off, on va dire, non officiel en tout cas, une volonté de civiliser Haïti sur fond de racisme. Bah oui. Paternaliste et militaire, quoi. Cela leur permet surtout de maintenir aussi leurs intérêts économiques, de maintenir leur mainmise face aux Européens sur les Caraïbes, avec le contrôle du canal de Panama qui avait été ouvert en 1914. Officiellement, ce n'est pas une colonie américaine puisqu'il y a toujours un président en place, mais la surveillance, la tutelle et le contrôle économique de Washington lui fait perdre toute souveraineté. Les États-Unis vont quitter Haïti en 1934 car Roosevelt lance la politique du « bon voisin », entre guillemets, moins d'occupation militaire, plus de coopération diplomatique.
De plus, l'occupation, elle coûtait cher. Elle était très impopulaire. On est 5 ans après la crise de 29 Ouais. et à un moment, ils ont... C'est ça. Washington estimait aussi avoir atteint ses objectifs, c'est-à-dire de remettre de l'ordre, restructurer la dette et créer une armée locale. Mhm. Haïti retrouve sa souveraineté politique en 1934, mais sa souveraineté financière seulement en 1947. Mhm. Le contrôle façon paternaliste américain et son histoire avec les Français esclavagistes provoquera la création du noirisme politique fort. Mhm. Tu connais un peu le noirisme ? Alors j'en ai entendu parler de ces politiques-là en particulier. Alors un peu moins celui-ci, mais je pense voir c'est quoi. Alors, qu'est-ce que c'est, du coup ? Selon Wikipédia, le noirisme est une idéologie politique populiste apparue en Haïti à la fin des années 1920 lors de l'occupation américaine. Le noirisme prône une mise en valeur de l'héritage africain en Haïti et un contrôle total de l'État par la majorité populaire noire. Cette idéologie s'oppose au mulâtrisme qui prône le contrôle d'Haïti par les luttes mulâtres. Celui-là, je le connaissais un peu plus pour le coup. Mulâtrisme ? Mhm. Donc, en Haïti, un noir désigne les noirs aux cheveux crépus et à la peau foncée, et un mulâtre, c'est un métis à la peau claire, café au lait, aux cheveux droits et fins et aux traits fins. Bien sûr, tout ça, c'est une citation et Oui, des tout à fait. descriptions, historiques de l'époque. Tout à fait. Mais il les appelait les mulâtres à l'époque. Mmh. Donc voilà. Imprégné de l'occupation, de l'histoire de son pays et par son expérience médicale au contact de la pauvreté, Duvalier se nourrit également des références intellectuelles du mouvement noiriste qui influencent profondément son idéologie. Et tu nous as pas précisé, je pense, de quelle ethnie il est, lui. Tu nous as dit qu'il était originaire de la Martinique, donc il est, c'est pas un descendant blanc en fait. Parce que Lui, il est descendant noir. Ouais, Ouais. c'est pour Oui. préciser. Moi, j'ai Oui, tout à fait, ouais. son image en tête, Ouais. parce que j'ai des photos. Je vous mettrai les photos, de toute façon, je pense, quand sortira comment s'appelle ça, l'épisode. Dans 2 ans. Donc, en 1930, il rencontre Lorimer Denis, spécialiste du culte vaudou et militant de la cause noire, qui s'est déjà fait un nom lorsqu'il commence à intégrer ces groupes. Il gravite dans les mêmes cercles littéraires, politiques et indigénistes. Donc, on va plus préciser, indigéniste, c'est beaucoup plus culturel et philosophique. Je vais vous le décrire après. Mais c'est en On a lien... beaucoup parlé ces derniers temps de l'indigénisme qui revient dans certains courants. Ouais. Et en fait, le noirisme est né un peu de l'indigénisme aussi. Sauf que le noirisme, ça s'est politisé. Mais je vais vous le dire tout ça. Donc, Denis, Lorimer Denis, sera son mentor. Il fréquente les mêmes cercles de l'indigénisme avec comme figure de proue Price Mars, qui est la figure tutélaire de l'époque. Duvalier, comme Denis, assiste à ses conférences, lit ses textes, participe aux discussions sur l'identité noire, la spiritualité haïtienne et le vaudou comme système culturel légitime, rejet de mimétisme occidental. Les jeunes intellectuels haïtiens d'alors se regroupent autour de Price Mars comme disciples. Denis fait partie du premier cercle, alors que Duvalier fait partie du second cercle. Il n'est pas encore ultra connu, on va dire. Selon Larousse, l'indigénisme, c'est un mouvement d'Amérique latine visant à l'origine, vers 1910, à valoriser les cultures amérindiennes pour les intégrer dans la nation et qui, par la suite, s'est engagé dans la défense des droits des Amérindiens. Il y a une mouvance intellectuelle qui met en parallèle la situation des minorités visibles dans les sociétés occidentales avec le traitement des indigènes dans les anciennes colonies. Donc c'est allé jusqu'en Haïti. Donc depuis 1804, Haïti était profondément marqué par une élite mulâtre francisée et occidentalisée, un peuple noir majoritairement rural, pauvre, gardien de la culture africaine. L'école, la culture, la politique, la littérature, tout était dominé par les codes blancs et européens. L'indigénisme arrive comme une révolte culturelle, un retour aux racines et sera créé à peu près à partir aussi de 1920. Ça commence quand même un peu avant puisque c'est après 1804. Mais c'est vrai, ça se met vraiment bien en place. Ça infuse. Ouais. Donc son objectif était donc de réhabiliter la culture haïtienne authentique, c'est-à-dire valoriser l'héritage africain qui n'est pas une honte comme les mulâtres le pensaient, rejeter le modèle européen imposé depuis l'indépendance, redonner une dignité aux classes populaires, majoritairement noires, légitimer les traditions créoles, folklore, musique, contes, rituels, etc.,
Légitimer l'importance du vaudou, qui est une religion, une philosophie de vie. Pour la première fois, des intellectuels osent dire que le vaudou n'est pas de la superstition, c'est l'âme du peuple et qu'il doit être étudié scientifiquement. Ce mouvement a été fondamental aussi dans l'histoire de la pensée haïtienne et a façonné la génération de Duvalier. Donc ici, on a le noirisme et l'indigénisme. Donc ces deux mouvements, on a l'indigénisme qui, lui, est plutôt culturel avec l'étude et la valorisation de la culture populaire noire haïtienne, et le noirisme, dont Duvalier va devenir une figure centrale plusieurs années après, qui va plus loin, lui. C'est une idéologie politique qui affirme que le pouvoir doit revenir aux Noirs et que l'élite mulâtre est décadente, traîtresse et occidentalisée. On va un petit peu parler de sa carrière politique, maintenant que j'ai un petit peu dressé le tableau de dans quoi il a évolué. Donc on va commencer, je vous avais dit, il a commencé à aller dans les campagnes à partir de 1934, pardon. Donc là, on va parler un petit peu je vais vous faire un peu par section. On va aller de 1939 à 1943. Donc il est toujours un médecin de terrain, il travaille pour l'État haïtien cette fois-ci, ainsi que des organisations internationales dans des campagnes sanitaires rurales. Ses missions pour partie seront de la parasitologie, puisqu'il va aller faire des campagnes de lutte contre toutes les maladies tropicales. Exactement. Donc, ces missions, il va y en avoir plusieurs. J'espère que vous êtes prêts, parce que là, on va partir pour un petit cours d'infectiologie. La purge. Si vous êtes encore là à la fin, c'est bien. Big up les étudiants en médecine qui nous écoutent. C'est ça. Donc on va commencer. Oui, il va commencer par des campagnes de lutte contre le pion. Et il va faire beaucoup de campagnes de lutte contre quelque chose. Donc là, on commence par le pion. Donc selon l'OMS, le pion est une maladie infectieuse bactérienne chronique de l'enfance, défigurante et débilitante. Elle appartient au genre Treponema, précisément Treponema pallidum, sous-espèce Perténus, qui comprend aussi la syphilis endémique et la pinta. Je ne vais pas tout décrire, d'accord ? Là, je vous décris le pion. Donc, il affecte la peau, les os et les cartilages. Les êtres humains sont actuellement le seul réservoir connu de cette infection. La transmission se fait de personne à personne via une blessure sans gravité. Donc, je vais faire des petites descriptions. Donc, si vous aimez pas trop ça, passez. Le pion, oui, surtout que c'est... Ouais, c'est délabrant, donc... oui. Voilà. Donc le pion se manifeste... Et googlez pas non plus les images, c'est pas... Cherchez pas, ouais. Moi, j'ai vu et c'est pas top. Donc le pion se manifeste par un papillome. Donc un papillome, c'est une tumeur semblable à une verrue, remplie de bactéries, ce qui rend le diagnostic clinique simple. C'est des petits spirochettes, des bactéries en forme de spire. En l'absence de traitement, le papillome va s'ulcérer. Le diagnostic de la forme ulcéreuse est plus difficile et nécessite une confirmation sérologique. Le pion secondaire survient des semaines ou des mois après l'infection primaire et se manifeste habituellement par des multiples lésions surélevées jaunâtres ou des douleurs et le gonflement des os longs et des doigts. Dactylite, ça s'appelle. Une dose unique par voie orale d'azithromycine, un antibiotique peu onéreux, permet de guérir le pion. Il n'existe pas de vaccin, d'autant plus que en 1930, dans les environs là, il n'y avait pas d'antibiotiques. Pour rappel, les antibiotiques ont été créés en 1928 par Alexander Fleming avec la pénicilline et elle n'a été utilisée qu'à partir de 1941. Et pas forcément accessible en plus dans les pays qui n'étaient pas financièrement très riches. La maladie est présente principalement dans les communautés défavorisées des régions forestières tropicales, chaudes et humides. La maladie est actuellement endémique encore dans 15 pays en 2025 donc. Aujourd'hui, le statut endémique d'Haïti semble incertain car ce sont des cas suspects mais non avérés. Donc, c'est plus vraiment considéré comme une région endémique. Ensuite, il va lutter contre le paludisme. Ah. Voilà, je te fais ton petit, t'inquiète pas. Le Robert. Coucou falciparum, tout ça. Alors, je fais un petit mélange sur la définition, donc je fais un mélange du Robert et de l'Institut Pasteur, qui disent que c'est une maladie infectieuse tropicale due à un parasite, appelé le plasmodium, transmis par la piqûre de certains moustiques femelles appartenant au genre Anopheles, lui-même infecté par le parasite. On a 5 espèces de plasmodium. Le plasmodium falciparum, ton petit préféré, me semble-t-il. Ah, entre autres, ouais. Le plus fréquent et le plus mortel. Je rappelle pour nos auditeurs fidèles que j'avais défini ce que c'était falciparum. Et falciparum, c'est du latin qui veut dire en forme de faux.
forme de faucille. Du fait de mon métier, j'avais choisi ce terme, ce pseudonyme, en lien avec la grande faucheuse en fait, donc en forme de faux. C'est moi. Donc après le Plasmodium falciparum, on a le Plasmodium vivax, qui est lui le moins mortel. Et les 3 derniers, le Plasmodium ovale, Knowlesi et Malariae, les moins courants. Ça sévit principalement dans les pays tropicaux. Il s'agit d'une maladie évitable. Aujourd'hui, alors je parle d'aujourd'hui, évitable aujourd'hui, et par des prises de traitement ou des comportements simples à adopter pour des occidentaux, j'imagine. Faut en gros éviter les moustiques déjà. Quand tu habites dans un pays tropical, c'est un peu compliqué. On est d'accord, mais le premier facteur limitant, c'est la lutte contre les moustiques. Donc, se protéger contre les moustiques et non, mais vas-y, continue. Et lutter contre les foyers. Et puis après, effectivement, il y a quelques traitements. Mais le premier de très très loin, c'est la lutte anti-moustique. Qu'on l'appelle aujourd'hui la maladie des voyageurs, ne se transmet pas d'une personne à l'autre. Les symptômes peuvent être bénins, comme la fièvre, les frissons, les maux de tête, ou engager le pronostic vital, donc qui sont pour la plupart la fatigue, la confusion, les convulsions, des difficultés à respirer, etc. Donc les traitements, la fameuse chloroquine pour le traitement de l'infection à vivax uniquement dans les endroits où ce parasite est encore sensible à ce médicament. Parce que le falciparum a depuis longtemps a développé des résistances. La primaquine, en plus du traitement principal, peut aider à prévenir les rechutes de l'infection pour les vivax et l'ovalie. Et en prophylaxie, comme a dit Falciparum juste avant, éviter les piqûres de moustiques. Donc ne pas sortir à la tombée de la nuit, utiliser des moustiquaires, des produits anti-moustiques, des pantalons longs, enfin voilà, tout ce qui va. Sachant que pour les Européens, Canadiens, qui nous écoutent et qui ne seraient jamais allés dans les pays tropicaux, la nuit tombe là-bas à 18h30, 19h en fait. Donc quand on dit ne pas sortir à la tombée de la nuit, c'est à 18h. C'est un voire avant. Assez gros enjeu finalement. Ça vient beaucoup plus vite que nécessaire. Ou alors pantalon long, bras couverts, même s'il fait chaud, quoi. Et enfin, prendre en prophylaxie les antipaludéens à petite dose pour les zones concernées. Ensuite, il va lutter contre la tuberculose. L'Institut Pasteur nous dit que c'est une maladie infectieuse et contagieuse causée par le bacille de Koch et qui affecte le plus souvent le poumon. Mycobacterium tuberculosis. Oui. Le bacille de Koch. Oui, c'est vrai. Hautement contagieux, elle se transmet par l'air lorsque les personnes infectées toussent ou éternuent. Des conditions sanitaires et sociales précaires sont souvent associées à la dissémination de la maladie. La plupart des personnes ne développent pas de symptômes et ne sont pas contagieuses dues à une infection tuberculeuse latente. Mais lorsqu'une personne développe la maladie, elle développe des symptômes comme une toux prolongée, une fatigue, de la fièvre, des sueurs nocturnes, une perte de poids et des douleurs thoraciques. Alors il me semble que le tonton Yvan, il a eu la tuberculose, mais ça a été latent, lui, au début. Mais en fait, toutes les tuberculoses sont pas contagieuses, ou en tout cas qui ne diffusent pas de Mycobacterium tuberculosis dans l'atmosphère, parce que si elle touche un organe fermé et non au contact avec l'extérieur, c'est une tuberculose latente. C'est pour ça que tu peux avoir des tuberculoses osseuses ou des choses comme ça. Ah, justement, j'allais dire que ça ne touchait pas que les poumons. Voilà, et par contre, quand c'est une forme pulmonaire où tu craches du poumon, ce qu'on appelle une forme bacillifère, là oui, il vaut mieux pas être dans l'environnement. Ouais. Les traitements. Association d'antibiotiques suivie au minimum 6 mois et jusqu'à 2 ans en cas de souche multirésistante. Le bacille de Calmette et Guérin est le seul vaccin licencié actuellement pour vacciner contre la tuberculose. C'est le fameux BCG. Néanmoins, ce vaccin est efficace pour prévenir les formes graves chez les jeunes enfants, les beaucoup moins chez les adolescents et les adultes, notamment sur les formes pulmonaires. La tuberculose est toujours un problème de santé publique en Haïti de nos jours. Et ça le redevient de plus en plus dans beaucoup de pays, en particulier Europe de l'Est et ci et ça. Parce que les gens ne veulent pas se faire vacciner ? Parce que la précarité augmente dans un certain nombre d'endroits et que
Par exemple, en Ukraine, en ce moment, il y a quand même beaucoup de choses qui réapparaissent, de maladies qui remontent. Ah ouais, mais là, c'est contexte de guerre. Hein. Oui, Donc, mais tu as une précarité sanitaire Mhm. hyper importante. Hein. La prophylaxie. Ensuite, il va faire une prophylaxie aussi des maladies parasitaires, ce qui paraît normal. Il se rend dans les zones les plus reculées du pays. Cela lui donne une aura de médecin du peuple aussi, très apprécié par les populations rurales. C'est là qu'il gagne sa réputation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de docteur humble, proche des misérables. Mythe qu'il va exploiter plus tard. Mais tous les docteurs sont humbles et proches des misérables. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai pas détaillé toutes les maladies. J'ai pris les 3 principales qui me semblaient être les plus importantes, hein, de toute façon. Parce qu'il y en a quelques autres quand même, mais voilà. Ensuite, on arrive en 1943. Il va commencer à publier des articles politiques et culturels dans des revues, comme Les Griots, qui est très très connu. Ça Là-bas. parle, ça. Ouais, c'est assez connu. La revue indigène, Le Nouvelliste aussi, où il défend l'idée que de la lutte des classes en Haïti s'illustre par l'opposition entre les Noirs et les mulâtres, et que les premiers sont appelés à diriger le pays au détriment des seconds. Mhm. Il s'inspire, comme je vous l'ai déjà dit, de... Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de minorité blanche du tout. Parce Oui. que là, tu parles que des... Bah, il doit rester toujours, il y a toujours des Si, il en reste quelques-unes, mais après, j'ai pas le détail sur Mais ça. là, hein, par encore contre. moins le voix au Ouais. chapitre que les mulâtres. Les minorités mulâtres, clairement, sont là, Mhm. mais les blancs, il y en a toujours, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, Duvalier va s'inspirer sur ses articles de Jean Price Mars, du mouvement de négritude avec Césaire Senghor, du mouvement indigéniste haïtien. Il devient un intellectuel noiriste, nationaliste et anti-élitiste. Cette période forge l'idéologie qui servira de base à son futur régime. En 1946, on va avoir les premiers contacts avec la politique. Donc en 1946, la population renverse le président Lescaut. C'est ce qu'on appelle communément la révolution de 1946. Daniel Fignolet mène les manifestations, mobilise des milliers de personnes, force les élites politiques à prendre en compte les revendications populaires. C'est la première fois que le peuple noir urbain s'impose sur la scène politique moderne d'Haïti. Alors, qui est Daniel Fignolet ? C'est un enseignant, un journaliste, un syndicaliste, un militant noiriste radical et une figure populaire des quartiers pauvres de Port-au-Prince. Il a été surnommé le professeur noir, puis l'homme au bâton, qui deviendra par la suite le plus grand rival de François Duvalier. Il est l'homme populaire à cette époque au niveau national et il a une influence politique massive parce qu'il est suivi par la population. Grâce à Lorimer Dennis, reconnu comme figure centrale du mouvement noiriste indigéniste et ayant des connaissances partout dans le milieu intellectuel et syndicaliste, des années 30 à 40, Duvalier va rencontrer Daniel Fignolet. À eux trois, ils articulent le mouvement ouvrier paysan. Dennis va apporter la pensée, Duvalier la structure idéologique, il en est le secrétaire général, et Fignolet la force populaire. Très rapidement, les deux deviennent rivaux et ne s'entendront plus probablement grâce à sa notoriété et sa capacité de meneur d'hommes, alors que Duvalier, lui, n'est encore qu'un intellectuel, un écrivain. Il n'est pas encore connu comme un politicien. Donc là, il effleure la politique, on va dire. En 1946, grâce à sa réputation d'intellectuel, Duvalier est nommé directeur de la santé publique, qui est un poste technique important, par le président Dumarsais-Estimé, qui a été nouvellement élu en août 1946. Et d'ailleurs, ce président garde encore aujourd'hui une bonne image de son mandat, 46 à 50, parce qu'il a réalisé pas mal de réformes bonnes pour le pays. Et il rentre en politique donc à cette période-là. Il va moderniser la lutte antipaludique, les dispensaires ruraux, les campagnes sanitaires. Il se fait connaître aussi comme un administrateur rigoureux mais discret. Il est efficace, méthodique, respecté par ses pairs. Il fréquente les cercles politiques, mais reste un technicien, pas encore un vrai politicien comme on l'entend. C'est vraiment sa première immersion dans l'appareil d'État. Alors, j'ai plusieurs sources qui me disaient que c'est à cette période-là qu'il est devenu ministre de la Santé en 1946 ou en 1949. Mais les sources, c'est pas vraiment dit. J'ai des sources qui disent qu'il était seulement technicien politique et d'autres qui me disent qu'il était ministre de la Santé. Donc je vous le dis, mais rien n'est sûr sur le fait qu'il ait été vraiment un ministre de la Santé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a travaillé pour le ministère de la Santé. Ça, c'est sûr. En 1950, alors, je reprends.
Le président estimé, élu en 1946, devait alors quitter le pouvoir en 1952, puisqu'il y a eu une nouvelle constitution en 1946 et que le mandat du président était de 6 ans. Sauf qu'en 1949, le président estimé étant très populaire, vous avez entendu notre petit falsipadog. Ah oui, il s'est mis à ronfler juste à côté de nous, là, il s'est installé. Il veille sur le studio. C'est ça. Donc en 1949, le président estimé était très populaire, donc il va tenter de renégocier sa place afin de rester président en 1952 sans être réélu, faire une prolongation de son mandat en gros. Il voulait faire ça via l'article 81 qui concerne la fin du mandat du président, voté par le pouvoir législatif et portant sur la révision de la Constitution de 1946. Sauf que tu vas bien te douter qu'il y a eu une grosse controverse et une opposition à ça. J'imagine, ouais. Donc on a de nouvelles élections législatives qui sont prévues en janvier 1950, qui font monter une énorme tension dans le pays et un état de siège est décrété fin 1949. On a des grosses grèves étudiantes et syndicales qui ont lieu dans la foulée. Les nouveaux députés élus entrent en conflit avec le Sénat qui, lui, refuse de modifier la Constitution, alors que les députés sont plutôt avec estimés. Et le Sénat est envahi et les conflits sortent dans la rue. L'armée, en 1950, va envahir le palais national et fait signer la reddition au président estimé. Assigné à résidence avec sa famille pendant une dizaine de jours dans une villa mise à sa disposition à Port-au-Prince, Dumarsais, estimé, fut contraint au départ. Le couple et ses 3 jeunes enfants prennent le chemin de l'exil. Ils vont aux États-Unis d'ailleurs, il me semble. Dans la foulée, on a une élection avec 3 candidats qui est réalisée et c'est le militaire Paul Magloire qui devient alors président. Haïti devient un État militaire qui écrase le noirisme, l'indigénisme et toutes les idées politiques et culturelles. Pour beaucoup d'Haïtiens, le renversement d'Estimé est un coup d'État anti-noiriste. C'est un coup antipopulaire, c'est un retour du pouvoir blanc des mulâtres et un rejet des réformes sociales qu'avait entamé Estimé. Cette blessure prépare le terrain à l'émergence de François Duvalier, très forte. Donc justement, Duvalier, lui, suite à la chute d'Estimé, il va perdre son poste et va devenir un ennemi politique du régime et menacé d'arrestation. Il va aller se cacher en zone rurale de 1950 à 1954. Il va rester discret et silencieux, mais continue malgré tout ses consultations médicales et à écrire des articles sur le noirisme qu'il aime bien. Il reste très populaire toujours dans les campagnes et pas dans les villes. En 1954, après l'ouragan Hazel qui a dévasté Haïti, le gouvernement de Magloire réagit mal, lentement, avec un favoritisme pour les populations élites, les mulâtres. L'armée sécurise les zones élitaires mais délaisse complètement les campagnes. Paul Duvalier revient sur le devant de la scène politique à ce moment. Il va participer au secours, il va se rendre dans les zones sinistrées, il soigne, il organise des équipes, il distribue ce qu'il peut. Il rallie les paysans noirs, les classes populaires, les nationalistes noiristes et les élites anti-militaires. Il va continuer à forger son surnom de Papadoc qui va circuler dans les campagnes de celui qui s'occupe de la ruralité. Oui, parce que jusque-là, il capitalise beaucoup sur son image de médecin de proximité et il n'hésite pas à battre la campagne, quoi. Oui, complètement. Et il est devenu ce qu'il est devenu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a... Il n'est pas parti de rien et il était proche du peuple. Oui, c'est ça. Il a vraiment soigné le peuple, à une époque en tout cas. Donc son image populaire revient en force, elle ravive son réseau rural, renforce sa réputation humaniste et oppose son action à l'inaction de Magloire, justement. Il est temps pour lui de sortir de sa semi-clandestinité. En revenant sur Port-au-Prince, il va retrouver son ami Lorimer de Nice et mentor. Ses alliés noiristes aussi, quelques syndicalistes modérés, des militaires noirs mécontents de Magloire, le président. Et il se crée un véritable réseau intellectuel et politique. Dans ce pays militariste qui stagne et dont la politique est très controversée, Duvalier relance sa doctrine avec réhabilitation de la majorité noire, la critique de l'élite mulâtre, la valorisation du vaudou comme identité culturelle et l'opposition à l'armée héritée des Américains. Donc il va organiser des réunions secrètes, des comités de soutien dans les campagnes, des réseaux de messagers... notamment, il va faire ses réseaux via des étudiants ou encore les enseignants de la campagne. Son point fort aura été de viser en premier lieu les campagnes et donc le soutien de la plupart de la population de son pays.
Son futur concurrent politique, lui, Daniel Fignolet, dont on a déjà parlé, a le soutien de la rue à Port-au-Prince, mais pas de la ruralité. Donc on a un président, le président Magloire, qui est affaibli par la corruption, le favoritisme, l'opposition étudiante, la colère des syndicats, la baisse du soutien international, le fait qu'il ne se soit pas occupé de sa population suite à l'ouragan. Donc on a un pays qui est de plus en plus ingouvernable pour lui. Et en plus de ça, il va réprimer très violemment ses opposants. Donc ça part mal pour lui, quoi. On a différentes factions noiristes qui vont apparaître courant 1956. Et Duvalier est à cette époque considéré comme un noiriste modéré. Donc on a comme d'habitude les extrêmes, droite, gauche et milieu. Lui, il est milieu. Toutes ces factions sont influencées par Duvalier et Denis, même si elles ne sont pas formellement unifiées. Paul Magloire, face à toute cette tension, aux revendications de presque toute la population, et même de l'abandon de l'armée, puisque il y en a plein qui ne le suivent plus, va démissionner le 12 décembre 1956 et s'enfuit du territoire haïtien. 3 autorités se succèdent alors en quelques semaines. On a Joseph Nemours Pierre-Louis, puis Franck Sylvain, puis Daniel Fignolet, qui va devenir président lui aussi provisoire en mai 1957, et donc je vous l'ai déjà dit, qui est l'opposant principal de Duvalier. Donc à ce moment-là, on va distinguer 3 blocs noiristes. Le bloc Duvalier, modéré, calme, non violent, proche de la ruralité. Ensuite, on a le bloc Daniel Fignolet, le tribun populiste, explosif, héros des masses urbaines qui fait peur à l'armée et à l'élite. Et les intellectuels radicaux, qui sont proches dans les idées de Lorimer Denis, mais qui sont très minoritaires. Donc ça, c'est les 3 blocs noiristes. Duvalier va développer plusieurs stratégies, tout en discrétion, pour s'inscrire dans une candidature présidentielle. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc sa première stratégie sera la manipulation, c'est-à-dire diviser les factions noiristes. Il va aller se présenter comme le noiriste raisonnable, le seul capable d'apaiser l'armée et les élites. Il laisse Fignolet apparaître comme dangereux, imprévisible et révolutionnaire. La seconde stratégie, ça va être de se faire adouber par l'armée. Classique. Ouais, en réalisant des réunions secrètes, donnant des promesses de ne pas bouleverser l'ordre militaire. De plus, il n'attaque jamais directement et publiquement l'armée, au contraire de Fignolet, qui lui appelle la rue à se manifester et qui fait très très peur à l'armée, quoi. Il obtient alors un accord tacite de cette dernière. Et la troisième stratégie est de ne pas se mettre à dos les élites mulâtres. Celles-ci qui ont peur aussi de Fignolet et de ses idées, qui vont leur faire perdre tous ses acquis, les caressent dans le sens du poil. Ils leur promettent, Duvalier leur promet de ne pas les toucher immédiatement, du moins. Ça sent la douille quand même. Ouais. Et de faire ça en douceur. Et enfin, la dernière stratégie, c'est se faire un électorat massivement rural. Donc, la dernière stratégie, ça sera de se faire un électorat massivement rural. Le peuple étant majoritairement rural, 70% des votants quand même. Pendant que les autres candidats s'opposent dans des combats de joutes verbales à Port-au-Prince, lui, Duvalier, il continue ce qu'il a toujours fait. Il va dans les campagnes, il active ses réseaux locaux, crée des comités, fait des promesses à la plus grande partie de son électorat, tels que l'accès à la santé et à l'éducation. Donc ça parle à tout le monde, quoi. Donc ça marchera bien. On a un dernier élément central qui va le mettre en place dans cette candidature à la présidence. En mai 57, comme je vous l'ai dit plus haut, Fignolet deviendra président provisoire. Et pendant son mandat, il va augmenter les salaires, mobiliser la rue, menacer les intérêts économiques et surtout effrayer l'armée. Donc cette dernière va alors renverser Fignolet et le déporter immédiatement. Même sa famille n'a pas été prévenue. C'est j'arrive et je te fous dans un avion. Donc ils vont l'envoyer vers les USA et son mandat aura duré 19 jours. C'est vraiment pas beaucoup, dis donc. Ouais, il a vraiment fait peur à l'armée. Donc les élites sont paniquées, l'armée veut un civil contrôlable, les campagnes aiment Duvalier, les intellectuels noiristes se rallient à lui. Ça commence à s'inscrire dans un schéma qui est bien organisé pour lui. Ouais, complètement. Donc il devient candidat présidentiel pour les élections du 22 septembre 1957 qu'il remporte haut la main, sans grande surprise. Évidemment, ouais. Juste un petit note à Béné, je vous ai parlé un petit peu de Lorimer Denis qui était l'ami et le mentor de Duvalier dans l'indigénisme.
et le noirisme, et qui était le troisième bloc de pensée noiriste dont j'ai parlé juste avant. Il n'était pas du tout candidat aux élections, lui, c'était pas un opposant à son ami, ils ont toujours été amis. Il s'est pas du tout battu contre lui, quoi. Dönitz, lui, c'était un penseur, un idéaliste, pas du tout un politique. Malheureusement, il ne verra jamais son élève devenir président puisqu'il va mourir en avril 57. Apparemment de cause naturelle, hein, pas de mort violente à cause de politique ou de choses comme ça. En tout cas, officiellement, ça n'a jamais été relevé, quoi. Genre, un médecin est pas capable de trouver une mort pas trop... Non, mais il n'est pas mort à cause de son ami. Son ami n'était pas forcément là. Enfin, Ouais. en tout cas, on n'en sait rien. Il n'y a pas vraiment de description. Il est mort en avril et puis voilà, quoi. Alors, donc, il est élu président et c'est le 22 octobre 57 que Papadok est investi président de la République haïtienne. Dès le début, il rencontre des problèmes qui vont l'aider à asseoir un pouvoir de dictature en partie grâce à un coup d'État qui a lieu contre lui dès juillet 1958. Donc très rapidement. Ce coup d'État est fomenté par 3 figures de l'ancien régime et de l'armée. On a Alix Sonson Pasquet, qui est un ancien capitaine de l'armée haïtienne et un héros respecté, un anti-duvalériste déclaré, et c'est lui le chef militaire de l'opération. Ensuite, on a Henri Riquet Perpignan, ça c'est marrant, il a le nom, voilà, qui est un ancien officier de l'armée haïtienne lié au réseau politique anti-Duvalier. Pour ceux qui ne savent pas, on habite à Perpignan. Et oui, d'où le... Voilà. Ensuite, on a Métronome Achille dit Timétro, qui est un militant anti-duvalieriste et qui a participé à la logistique et au recrutement des personnes. Donc ce coup d'État, il va être composé de seulement 13 militaires armés. Eh ben, c'est pas beaucoup pour un coup d'État. Hein. Non, c'est pas énorme. Mais ils avaient eu un objectif. Donc l'objectif, c'était prendre le pouvoir, restaurer le régime militaire. Point barre. Donc ça s'est passé durant la nuit du 28 juillet 1958. Ils voulaient, en premier lieu, attaquer la caserne principale de Port-au-Prince, déclencher une mutinerie interne dans l'armée, marcher sur le palais national, abattre Duvalier ou le forcer à fuir. Ce qui s'est passé, le commando débarque à l'aéroport de Bowenfield, c'est le nom de l'aérodrome historique de Port-au-Prince. Ils attaquent la caserne des Salines et s'en emparent momentanément. Ils distribuent des armes aux soldats présents, mais ceux-ci ne se rallient pas. Ah. Ouais, donc ça a mis un poil dans la soupe, quoi. Ils n'ont pas pu la manger. Duvalier, mis au courant, appelle immédiatement les renforts loyalistes. Les forces duvalieristes encerclent la caserne et après quelques heures de combat, Pasquet, Perpignan et plusieurs membres du groupe sont tués. Les survivants sont arrêtés puis exécutés sommairement. Bah oui. Voilà, premier coup d'État qui a pas marché. Donc tu te doutes bien que ça va partir en live. Il va pas se laisser faire, quoi. Duvalier va se dire attendez, je suis pas en sécurité là, il y a un problème. Bah oui. Donc il va réagir et se trouver une excuse pour amorcer une petite dictature. Bah oui. Il va décréter un état de siège, demander au Parlement de gouverner par décret, épurer l'armée. Les officiers qui sont jugés peu fiables sont écartés ou exécutés. Et il interdit les partis d'opposition. Classique. C'est ici qu'on entre dans un régime de restriction totalitaire, mais c'est pas encore vraiment une dictature. Elle va arriver, officiellement en plus, en 61. Ah. Donc c'est pas tout de suite. Donc en 61, ça fait 4 ans que Duvalier est président. Il voit bien arriver la fin de son mandat 2 ans plus tard, mais il est malin. Il va organiser un petit référendum qui est une consultation électorale seulement, afin de pouvoir prolonger son mandat présidentiel et pour pouvoir rester en pouvoir jusqu'en 67. Donc là, les gens sont OK, le référendum est positif pour lui. Alors ça a probablement été truqué quand même. Ah, c'est pas que de la servitude volontaire. Voilà. En 63, on avance un peu dans le temps, il organise un nouveau référendum dont l'objectif est d'abroger les limitations de mandat, de le proclamer président à vie et de faire de son fils son successeur. Ah là, c'est un peu plus clair comme projet de vie. C'est très clair, oui. La question posée au peuple est formulée... Alors, on n'a pas exactement la question telle qu'elle a été posée, mais elle était formulée autour de l'approbation d'une modification constitutionnelle pour permettre à Duvalier de rester en fonction toute sa vie. Dans la mesure où aucune opposition réelle n'était autorisée, que la liberté d'expression et d'organisation était sévèrement réprimée et que les résultats étaient très probablement truqués, ou alors sous forte pression, son référendum remporte un succès indéniable. Presque 100%, je crois.
si vous êtes intéressé, j'ai les liens des résultats électoraux d'ailleurs. Et de celui de 61 pardon, et celui de 63. Donc, il supprime les limitations du mandat prévues par la constitution précédente de 46. Il neutralise toute succession démocratique et se nomme président à vie. La dictature est à présent installée. Propre. Mais écoute, il a fait ça légalement. Hein. Ah oui, mais comme souvent. Oui, c'est comme ça que ça arrive en général. Alors, comment Papadoc a-t-il réussi à tenir un pays entier sous sa dictature pendant 14 ans ? En donnant de la morphine à tous. Non. Même pas. Non. Beaucoup plus simple. Ah. Que de donner de la morphine. Tu vois. Ça fait beaucoup d'ordonnances à écrire. Oui. Pour le comprendre, donc, je vais vous proposer de suivre la petite histoire. Je vais la faire par section aussi. Ça va vous dévoiler un peu les pièces du mécanisme du valliériste. Pour gérer le mécanisme d'une bonne dictature, qu'est-ce qu'il faut ? On a besoin, en premier lieu, d'un état de terreur. Tu dois connaître peut-être les tontons macoutes. Oui, c'est connu ça. C'est très connu. On ne peut pas parler de Duvalier sans parler des fameux tontons macoutes, qui sont très connus. Alors Wikipédia nous a donné une petite définition, donc c'est pas une définition, mais une explication. Le nom de tonton macoute doit son origine au personnage folklorique du vieux paysan haïtien, portant un costume bleu et rouge, et un grand sac à bandoulière appelé macoute. Dans la tradition haïtienne, ce personnage est devenu l'équivalent du bonhomme 7 heures pour les Québécois, du père Fouettard pour les Français, ou encore du croque-mitaine encore pour les Français, qui effraie les enfants. Les tontons macoutes sont ainsi appelés bonhommes bâtons en créole. Ils sont la milice personnelle armée de Duvalier et officiellement appelés volontaires de la sécurité nationale, créés afin de neutraliser l'armée et après le coup d'État de 58. Elle n'a aucune existence légale jusqu'en 1962 quand même. Elle est constituée de 5 000 à 10 000 hommes. Ah oui, quand même. Oui, il y en a pas mal. Mais ils sont habillés comme les tontons macoutes folkloriques avec costume bleu, rouge, tout ça ou... Alors là, je t'avoue que je n'ai pas regardé. C'est pas précisé en plus. Dans toutes les descriptions, c'était pas précisé. Je sais pas si tu as le temps de regarder. Je vais regarder. Alors, petite recherche faite, non, ils n'ont pas forcément la tenue traditionnelle du tonton macoute. Ça ressemble à des militaires, tout ce qu'il y a plus militaire. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ? Ils ont le droit d'extorquer des biens, de l'argent, des faveurs sexuelles à la population, sans risque d'être punis, et cela devient leur moyen de subsistance même. Leur mission, à la base, est de surveiller la population, d'éliminer les opposants, de casser toute organisation syndicale ou politique, de maintenir une peur diffuse permanente. Ensuite, on a parlé de la milice qui fait subir la violence, donc la terreur. Qu'est-ce qu'il faut pour parfaire le paysage de la terreur, falciparum, à ton avis ? Une bonne vieille prison tordue comme il faut, avec des moyens de torture. Ouais, t'es tricheur, t'as lu le titre. Donc, on a ce lieu de torture. Donc, oh là là Et ce lieu de torture, qui est-il ? C'est Fort Dimanche, ou aussi surnommé Fort Mort. Oui, elle porte son nom. C'était une ancienne forteresse qui est devenue une prison politique. C'est un lieu emblématique de la torture et des exécutions sous François, et aussi sous son fils Jean-Claude Duvalier, même si c'était un peu moins, mais quand même. Alors, on va commencer un petit peu à être dans le trigger warning, on va dire. Je vais vous faire après, je vous redirai. Donc là, on a des témoignages qui rapportent qu'il y avait une surpopulation extrême, environ 40 prisonniers dans les cellules de 4x4. Des détenus qui étaient nus, debout dans leurs excréments. Une ration de nourriture dérisoire, environ 300 kcal par jour. Donc c'était une mort par inanition. Un sixième des besoins. Ouais, j'allais le dire, qu'il faut savoir qu'une ration de nourriture chez un homme entre 18 et 40 ans, de bien portant, enfin voilà, c'est entre environ 2300 à 2700 kcal par jour, selon son niveau d'activité. Donc on est quand même très très loin des besoins par jour, quoi. Donc il y a évidemment des tortures, passage à tabac, fouet. Dans les plaies ouvertes, on frotte du jus de citron, du piment, etc. Enfin, bref, la totale, quoi. On a une absence totale de soins médicaux, comme c'est surprenant. Très surprenant. Ouais.
Des morts fréquentes par tuberculose, dysenterie, paludisme, pneumonie, malnutrition sévère, comme j'ai déjà dit. Et pour la première fois dans l'histoire des tueries en Haïti, on a des femmes, des enfants et même des nourrissons qui constituent, selon les circonstances, une cible du régime aussi. Donc on en retrouve dans cette prison. À plusieurs reprises, on a des jeunes enfants qui seront victimes de torture quand même. On estime qu'il y a des milliers de personnes qui sont mortes à Fort-Dimanche, souvent sans procès et parfois dans l'anonymat complet. Il n'y a pas de chiffre exact parce que ça n'a jamais été... Alors si ça a été écrit, ça n'a jamais été sorti en tout cas. J'en parlerai un peu plus tard de tout ça, du devoir de mémoire, etc. Donc là, on a le lieu de torture, on a la milice, le lieu de torture, et enfin, on a, pour parfaire ce paysage d'état-terreur, on a des exécutions de masse et de répression. On estime que le nombre de morts sous François Duvalier est de 30 000 à 50 000 assassinats et exécutions. Ouais, c'est énorme. Comme je vous l'ai dit, il y a des grosses difficultés à répertorier. Mais on a quand même quelques affaires qui ont pu être détaillées. Il y a des retours de victimes qui ont été faites. J'en ai sélectionné 3, parce qu'il y en avait quand même quelques-unes, mais j'en ai sélectionné 3 qui me semblent assez représentatives de ce qu'a été son règne. Donc là, par contre, je vous dis vraiment trigger warning pour ceux qui n'aiment pas tout ça. On va parler de massacres, d'enfants, de familles, etc. Des trucs pas très sympas. Donc si vous voulez passer 3-4 minutes, allez-y. Donc la première affaire, c'est l'affaire Barbeau en 1963. Je vais vous citer, c'est une retranscription exacte de ce que j'ai retrouvé sur le site de Sciences Po, sur un article écrit par Bello Jean-Philippe. Et son article, c'est « Liste chronologique des massacres commis en Haïti au XXe siècle ». Donc 1963, l'affaire Barbeau. À Port-au-Prince, suite à une tentative d'enlèvement de Jean-Claude Duvalier, le fils de Papadoc, les Macoutes assassinent plusieurs familles présumées opposées au gouvernement. La tactique des Macoutes consiste, lors de cette journée, à encercler le domicile d'un ou plusieurs opposants, puis d'y mener un raid. Ils y tuent alors ses habitants, personnes âgées, enfants, nourrissons et domestiques avec des armes de poing et des machettes avant de s'attaquer ensuite à la maison d'un autre présumé opposant au régime. Les familles Benoît et Deline sont exterminées. Leurs corps laissés à la vue de tous sur les trottoirs devant leur maison. D'autres personnes sont assassinées dans la rue et parfois au volant de leur voiture. Le bilan atteint une centaine de personnes. Plusieurs dizaines d'autres personnes sont emmenées à la prison de Fort-Dimanche, à Port-au-Prince, et disparaîtront, entre guillemets. La plupart des victimes sont issues des élites intellectuelles, sociales et militaires. L'enlèvement avait été orchestré par un proche du régime, Clément Barbeau, Macoute et ancien chef des services secrets de Papadoc. Ça permettait comme ça d'organiser une purge qui... Ouais, et là, donc, tu vois, même en étant proche du régime, puisque c'était un Macoute quand même, tu peux te faire... Ah, mais j'avais pas compris ça comme ça, moi. Je pensais que c'était une manipulation. Ah oui, mais c'était sûrement une manipulation, mais ce qui veut dire que même en étant Macoute, t'étais pas protégé, quoi. C'est ça que je veux dire. C'était probablement une manipulation, oui. Deuxième histoire, 1964. Enfin, histoire réelle. Événement connu sous le nom de massacre des vêpres jérémiennes. À Jérémie, au sud-ouest du pays, des soldats de l'armée haïtienne menés par l'officier William Regala, les lieutenants Abel Jérôme et Sonny Borges, et par les Macoutes Sénette Balmire et Saint-Ange Bontemps, tuent 27 personnes, hommes, femmes et enfants, appartenant toutes à des familles de mulâtres éduqués. Tous les exécuteurs sont des familiers des personnes tuées. Plusieurs familles de Jérémie, Sanséric, Drouin et Villers-Drouin, sont exterminées. Alors attention, là, c'est vraiment chaud. Un enfant de 4 ans, Stéphane Sanséric, est torturé devant sa mère avant d'être tué. Les Macoutes Sonny Borges et Gérard Brunache éteignent leurs cigarettes dans les yeux des enfants en pleurs. C'est horrible. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Ces assassinats furent commis sous l'ordre de Papadoc lui-même dans le cadre d'opérations des représailles contre une guérilla anti-Duvalier à l'état embryonnaire connue comme Jeune Haïti et qui venait de débarquer dans la région, mais dont aucun membre ne se trouvait à Jérémie. Ouais, donc en fait, ils virent parano et... Ouais, complètement. Et tu verras que ça sera encore pire. Les causes de cette tuerie incluent également des dimensions idéologiques et raciales. Duvalier s'appuyait sur le noirisme, une idéologie politique, une doctrine et un projet national qui prétendait promouvoir les masses noires au détriment des élites mulâtres.
la dictature de Duvalier ciblait ainsi les secteurs mulâtres de la société, ces derniers étant considérés non seulement comme susceptibles de joindre l'opposition, mais également comme des membres illégitimes de la nation. Aucun des responsables ou des auteurs de la tuerie n'a été jugé. William Régala, qui envoya l'ordre depuis Port-au-Prince de frapper la famille Saint-Céric, sera un promu en 1986, après le départ de Jean-Claude Duvalier en devenant membre de la junte au pouvoir. Alors que c'est quand même longtemps après. Et la dernière histoire, en 1967. 19 officiers supérieurs de l'armée d'Haïti sont exécutés à la prison de Fort-Dimanche par un peloton d'exécution sous les ordres de François Duvalier lui-même. Toutes les victimes sont duvalieristes et proches de la famille Duvalier ou de Papa-Doc lui-même. Bah oui. Attention. C'est ce que je te disais, en fait. Rien ne te protégeait. Même d'être le meilleur ami de Duvalier, ça ne te protégeait pas, quoi. Donc les raisons de cette exécution demeurent floues. Les 19 officiers auraient été soupçonnés ou accusés de trahison par Duvalier, mais les historiens réfutent cette thèse et mettent l'accent sur les méthodes de terreur de Duvalier lui-même, qui faisait parfois tuer ses fidèles pour s'assurer une soumission plus grande encore au sein de l'armée et de la population en général. Les dispositions de plusieurs officiers établissent qu'ils ne connaissaient pas les raisons de leurs futures exécutions. Le peloton d'exécution, choisi par Duvalier lui-même, est uniquement composé d'officiers supérieurs, amis ou parents des victimes. Ah oui, vraiment la terreur pour la terreur, quoi. Ah oui, complètement, oui. Il avait compris comment ça fonctionnait. Mais, comme dans toutes les dictatures, il y a toujours des oppositions, donc on peut relever plusieurs tentatives d'assassinat et de coups d'État contre Duvalier. On n'a pas vraiment de chiffres précis et exacts, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été minimisés, étouffés, ou clandestines, donc elles n'ont pas eu le temps de sortir. Mais les historiens sont à peu près d'accord sur le fait qu'il y ait 6 à 8 tentatives de coups d'État réellement documentées, 2 à 3, dont au moins une sérieuse, tentatives d'assassinat directement contre Duvalier, plus d'une vingtaine de complots militaires, civils, avortés, des rumeurs, des réseaux infiltrés, etc. Et des dizaines de groupes politico-militaires qui préparent des actions armées depuis l'exil. Ça, c'est quelque chose donc c'est à peu près où les historiens sont plutôt d'accord. Donc là, je vous ai parlé de l'état de terreur. Une autre manière pour asseoir son pouvoir, qu'est-ce que c'est ? Le fait d'être un dieu. Bah oui, c'est sûr. Diviniser sa personne, le culte de Papa-Doc. Donc, Jupiter, tout ça. Ah non, ça c'est autre chose. Donc on a en 1964, où avec son référendum truqué, il devient président à vie. Donc là, on est sur... développe un culte de la personnalité où il se présente comme l'incarnation de la nation. C'est le protecteur suprême, la figure quasi mystique. Ouais. On a l'Encyclopédie Britannica qui décrit ce moment comme un glissement vers un régime où Duvalier se présente comme une incarnation semi-divine d'Haïti. Il va utiliser pas mal le vaudou. Ah oui. Donc le vaudou, justement, c'est une arme psychologique et politique très importante. Duvalier va instrumentaliser son image de Hungan. Le Hungan, c'est l'organisateur des cérémonies, celui par lequel passent les esprits qui désirent transmettre un message au monde des vivants. Et il va aussi se dire le Bokor, celui qui transforme les gens en zombies. Donc tout ça, c'est dans le vaudou. Il se met parfois en scène aussi comme le Baron Samedi. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Oui, il y en a un dans James Bond. Ouais, il y a aussi dans La Princesse et le Crapaud, là. Non, le dessin animé de Disney, là. Il y est. Alors, ça me dit rien, mais... Donc, c'est en fait un monsieur avec un chapeau haut de forme, des lunettes noires et un langage assez nasal, qui est là pour terroriser la population. En fait, dans le culte vaudou, c'est l'esprit de la mort et de la résurrection. Il y a plein de descriptions sur lui. J'ai pris la description la plus simple. Donc, en fait, il laisse circuler l'idée qu'il a le pouvoir surnaturel sur la vie et la mort. Il aurait dit qu'il aurait jeté un sort à JFK, enfin voilà. Donc voilà. Il a un pouvoir divin comme les rois de France, tu sais. Ça lui vient d'une divinité, quoi. C'est Dieu. Il peut pas être remis en cause parce que son pouvoir, il transcende aux hommes. C'est ça. On a le vaudou, mais on a aussi l'Église catholique. De par son héritage colonial français, la population haïtienne était profondément catholique. En fait, c'est un mélange entre les deux. Ils ont
Un syncrétisme. Ouais, c'est ça. Ils mélangent le vaudou et ils sont profondément catholiques quand même. Pour eux, c'est hyper important. Tu as le religieux et le culturel qui sont ensemble. De ce fait, Duvalier va vouloir avoir une mainmise sur l'Église. Sauf que le Vatican n'est pas d'accord. Donc, il va excommunier Duvalier. Car il attaque très régulièrement le clergé aussi. Et notamment parce qu'il met en avant le vaudou par rapport au catholicisme. En 1966, en accord avec Rome, cependant, Duvalier, je ne sais pas comment il a fait, je n'ai pas les détails, mais il va obtenir quand même le droit de nommer lui-même la hiérarchie catholique haïtienne, où il va mettre des prêtres noirs loyaux à lui, bien sûr. Donc, il contrôle la milice, l'armée, les symboles vaudous, les nominations catholiques. L'emprise est quasiment totale. Là, je vous ai fait l'explication de la terreur, en gros. Mais du coup, le régime, c'est pas que ça. Donc, on va parler un peu plus. On va parler d'économie, de santé, de tout ce qui fait un pays, quoi. Donc, sous Duvalier, Haïti va souffrir beaucoup de la pauvreté, de la faim et surtout du manque de soins. Et c'est le plus ironique, c'est qu'à la tête de ce pays, c'est quoi ? C'est un médecin, quoi. Pas ironique dans le sens où justement il sait il connaît cette fragilité-là et c'est facile de l'exploiter. C'est beaucoup plus facile d'exploiter une fragilité que tu connais, que tu as vue, et en fait tu as juste à appuyer dessus. Donc pour moi c'est pas si paradoxal que ça, au contraire. C'est juste horrible et terriblement cynique, mais finalement c'est dans un esprit aussi tordu que ça, c'est juste de l'exploitation d'une faille en fait, une faille qu'il connaît hyper bien. Méfiez-vous de falciparum. Pardon. Donc, les données économiques vont montrer qu'il y a, à cette époque, un PIB par habitant stagnant ou en baisse. On a environ 60 à 70 $ dans les années 60, selon les estimations de la Banque mondiale et les analyses historiques. On a une chute des investissements. On a une production de café instable de par les problèmes de la culture qui est vulnérable à cause des ouragans, de la sécheresse, des maladies. Et aussi sur quelques produits agricoles annexes. Ils font un peu de coton, de bananes, de cacao, etc. Qui sont, eux, par contre, en faible volume et qui s'exportent très peu. Et très, dans un milieu, je suppose, assez concurrentiel par rapport à toutes les îles des Antilles qui... Oui, tout à fait. On a une quasi-absence d'investissement sérieux dans l'agriculture, dans des infrastructures rurales. On a des infrastructures rurales qui sont non mécanisées, très vieillissantes pour celles qui seraient là. Et très peu d'investissement dans les services publics aussi. Pas de politique industrielle, pas d'usine textile ou de transformation alimentaire, pas d'investissement à l'étranger, à cause de la terreur politique, les étrangers ils ont peur aussi. Pas de route, pas d'infrastructure, pas d'électrification rurale. L'économie va reposer sur une agriculture pauvre avec des paysans qui cultivent des terres minuscules, sans engrais, sans irrigation, sans machines et sous contrôle de chefs de section et plus tard par les macoutes. Pour résultat, il n'y a rien qui va vous surprendre. Production très basse, pauvreté chronique, une famine saisonnière fréquente, des migrations massives vers Port-au-Prince et les autres grosses villes, et une explosion de la création de bidonvilles, comme la Cité Simone, la Saline ou Carrefour. Donc on a Duvalier qui n'a jamais modernisé l'agriculture, et au contraire, il va renforcer le contrôle politique des campagnes, empêchant toute autonomie économique de chacun. On a un document de la Banque mondiale qui décrit les années Duvalier comme une période de quasi-absence d'aide au développement et de forte répression avec des dizaines de milliers d'Haïtiens tués ou exilés. Il aimait bien exiler les gens aussi. Au niveau de la santé et de l'éducation, on va voir que c'est parmi... dans le monde entier, c'est parmi les plus faibles du monde. Sous Duvalier, Haïti est l'un des pays les moins médicalisés du monde. On a très peu d'hôpitaux et les hôpitaux qui sont là sont vétustes avec très peu de médicaments. Il n'y a presque pas de centre de santé en zone rurale, pas d'assurance maladie, pas de réseau d'hygiène publique, pas de campagne de vaccination organisée, alors qu'ils le faisaient avant, quoi, tu vois. Haïti ne forme qu'une poignée de médecins par an, vraiment pas beaucoup, et beaucoup fuient le pays pour échapper aux macoutes ou à cause de la misère. Tu m'étonnes. Ouais. Dans les années 60, on a un Haïtien sur 5 qui peut atteindre un hôpital et 1 sur 10 qui peut payer les soins.
Duvalier ferme plusieurs écoles de médecine aussi, où il les laisse dépérir. Il laisse fuir les médecins qui ne veulent pas servir le régime. Il détourne les budgets de la santé vers la milice. Il utilise la misère sanitaire pour contrôler la population et il donne des postes médicaux comme des récompenses politiques et non sur de la compétence. Ouais. Donc l'argent public sert à acheter des loyautés, à enrichir une nouvelle élite noire proche du régime et à financer le train de vie du clan Duvalier. Troisième élément, l'éducation. À la fin des années 70, donc c'est l'héritage direct de François Duvalier du coup, l'analphabétisme est estimé à plus de 80% et plus de 90% en zone rurale. C'est énorme. Ouais, complètement. L'éducation est perçue par Duvalier comme un luxe inutile, une menace potentielle, car un peuple instruit, ça peut contester, bien sûr, et une institution traditionnellement dominée par les adultes mulâtres. Donc il ne veut pas éduquer son peuple. On a un système scolaire à 2 vitesses, l'élite contre le peuple, bien sûr, et un très faible taux de scolarisation. On a par exemple les écoles primaires avec 20 à 30% des enfants seulement qui sont scolarisés. Moins de 5% de ceux-ci atteignent le secondaire. Et en université, on a une infime minorité de ceux-ci, moins de 1% qui y accèdent quand même. Il y a un manque d'enseignants. Il y a un manque d'enseignants, la fuite des cerveaux. Les professeurs sont menacés, surveillés, exilés, emprisonnés, tués, etc. J'ai déjà dit beaucoup de choses. On a un contrôle idéologique de l'éducation aussi. L'école devient un outil de propagande avec des manuels scolaires qui glorifient la révolution noire, le noirisme duvalieriste, la figure de Papadoc, la lutte contre la domination mulâtre. L'université, quant à elle, a une surveillance très étroite. Des délations et des arrestations d'étudiants, des cours censurés, des professeurs écartés pour opinion politique. Les campus deviennent des lieux de peur et pas de pensée. On a une fermeture et une asphyxie de la seule université d'État d'Haïti, avec un budget réduit au minimum, des bibliothèques délabrées, des équipements scientifiques inexistants, une réforme punitive contre l'autonomie universitaire, des arrestations d'étudiants et des professeurs. Les seules facultés existantes sont celles de médecine, d'agriculture et de droit qui fonctionnent, mais très au ralenti et sous menace constante. Et enfin, pour les enfants pauvres, on se doute bien qui vont pas trop aller à l'école. En fait, à cette époque, plus de la moitié des enfants ruraux ne mettent jamais les pieds à l'école, travaillent principalement dans les champs. Rien de surprenant pour tout le monde. Haïti est l'un des pays les moins scolarisés du monde, sous Duvalier. Ça a décroché assez vite quand même, sous lui. Ouais, enfin, je veux dire, complètement, ouais. C'était, dans ce que tu nous disais tout à l'heure, c'était pas si mal que ça avant les années 50. Ouais, c'est ça. Et là... Et ça complète. Quand tu vois le taux d'analphabétisation, après, dans les années 70, c'est terrible, quoi. Ouais. Alors, enfin, au niveau international, on a une rupture progressive de l'aide américaine après la manipulation électorale de Duvalier en 1961 et la dérive totalitaire. En gros, Duvalier a fait du chantage. Il a fait croire aux USA qu'il ferait un second Cuba. Les Américains ayant eu très peur à cette époque de la menace rouge, entre guillemets, je mets. Et ils ont remis en place les aides, etc., qu'ils avaient auparavant enlevées car ils ne soutenaient pas Duvalier. D'accord, ouais. Donc, il a un isolement diplomatique partiel. Alors, des fois, c'est froid, des fois, ça se réchauffe en fonction du contexte de guerre, dans un contexte de guerre froide. Pour les autres, il vaut mieux un dictateur anticommuniste qu'un communiste. Oui, ça, c'est la politique américaine en Amérique du Sud dans ces époques, dans ces années-là, quoi. Et pour lui, il reste intouchable avec cette carte anticommuniste. J'ai fait un peu le tour de comment il a géré un peu son pays, en gros, sur les grandes... gérer, c'est beaucoup dire, mais oui. Sur les gros moments, les grosses séquences, on va dire. Donc, après 14 ans de règne, Papadoc n'est plus l'homme énergique et charismatique des débuts. Le médecin est devenu dictateur, s'enfonce dans la maladie, la paranoïa et la terreur. Mais il n'empêche que même affaibli, il reste déterminé à accomplir son dernier projet, transformer Haïti en monarchie et laisser le pouvoir à son fils. Donc je vais vous expliquer un peu comment s'achève le règne de François Duvalier. François Duvalier va sur un déclin physique, à peu près à partir de 1967. Il a un diabète sévère,
une angine de poitrine, des crises cardiaques silencieuses, des nécroses de pieds, une altération visuelle, des traitements lourds avec de l'insuline, par exemple. Voilà, donc il est quand même fortement malade, quand même. Ça fait artériopathie généralisée, ça. Il devient quasiment reclus, il vit dans la pénombre du palais. Il voit très peu de médecins, en fait. Donc c'est quand même assez ironique quand tu es président de ne pas pouvoir avoir... Mais bon, et il a écouté ses propres principes, quoi. Ouais, c'est sûr. Plus il décline physiquement, plus il augmente les purges internes, les exécutions préventives, l'élimination d'officiers, le recours accru au vaudou et l'obsession de complot. Oui. Ah oui, voilà, ça va avec la paranoïa, en fait, et la maladie. Hein. Il se considère comme le seul rempart entre Haïti et le chaos. Il fait exécuter, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, des alliés de très longue date par crainte de trahison, juste par la peur d'eux. Dans les années 70, les routes sont détruites, les réserves d'État sont presque nulles, l'aide étrangère est au minimum, l'inflation explose, le café chute sur les marchés mondiaux. Haïti est dans un état pré-famine chronique, mais Duvalier, il continue quand même, parce qu'il va augmenter les dépenses pour la milice. Il investit dans la propagande, il construit des monuments à sa gloire et il prépare la succession qui n'était pas si évidente que ça, finalement. Donc justement, son projet dynastique, quel est-il ? Donc, dès 1964, la Constitution modifiée a annoncé que le successeur naturel de Papa-Doc serait un président désigné par lui-même. Ouais. Dans les faits, Papa-Doc choisit Jean-Claude Baby Doc, son fils. Dès 1969, le jeune homme est présenté comme le « dauphin », entre guillemets. Les macoutes et l'armée sont forcés de présenter allégeance. Les affiches de propagande montrent Papa-Doc et Baby Doc, Haïti éternel. Oh. Ouais. Mais bien que ça soit son fils, qui était censé reprendre le flambeau, plusieurs successeurs se faisaient sentir malgré tout. On a 3 hommes forts qui sont en lice pour la succession. Donc son fils, comme je vous l'ai dit, son gendre, Max Dominique, et le mari de sa fille aînée, Marie-Denise, et Luc Albert Foucart, son second gendre. Donc Max Dominique, qui c'est donc le fils de Marie-Denise Duvalier, la fille préférée du dictateur. Il est le capitaine de la garde présidentielle. Il se rapproche rapidement du pouvoir et gagne de l'influence diplomatique. Il commence à avoir ses propres réseaux et bénéficie du prestige de son mariage avec la fille préférée du dictateur. Il est considéré comme l'homme le plus intelligent du clan. Ah oui. Ouais. Il est assez apprécié aussi de l'armée. Enfin, j'avais vu quand même pas mal de trucs sur lui qui étaient plutôt appréciés en général. Mais Duvalier n'aime pas ça et va provoquer une rivalité au sein de la famille Duvalier avec son autre gendre, Luc Albert Foucart. Donc, Luc Albert Foucart, c'est l'époux de Nicole Duvalier, sa fille cadette. Il est le frère de France Foucart-Saint-Victor, qui est elle-même la secrétaire particulière de Duvalier et qui est extrêmement influente auprès de Duvalier. Et elle apparaît dans plusieurs témoignages comme une proche intime quand même. Soi-disant, ça serait une maîtresse, mais rien n'a été validé, rien n'est sûr au niveau historique. Il devient alors un adversaire de son beau-frère. Les noces de Nicole et Luc Albert Foucart sont marquées par des rumeurs et des sous-entendus. Duvalier, lors de la cérémonie, aurait murmuré à l'oreille de sa secrétaire que ce ne sont pas des cloches de mariage de sa fille qui sonnent, mais celles d'un autre mariage, insinuant sa propre union symbolique avec sa fidèle assistante. Papa-Doc adore ce type de compétition et ça lui permet d'avoir chacun sa merci et de reprendre le contrôle un petit peu, d'avoir l'impression de reprendre ce contrôle. Donc cette bagarre entre les deux gendres, quoi. Cette atmosphère de complot et de suspicion culmine lorsque les 2 bombes explosent en 1967. Une bombe explose près du Palais National le 4 avril 1967, selon plusieurs sources, et une autre au Casino International d'Haïti, plusieurs jours après. Ces explosions n'ont jamais été élucidées. Mais ce qui est sûr, c'est que Papa-Doc utilise l'événement pour éliminer ceux qu'il considère comme des menaces. L'attentat est rapidement imputé à Max Dominique par Duvalier, et ce n'est que le prélude à une série de violences et de représailles contre lui. Le 8 mai 1967, Duvalier convoque 19 officiers proches de la faction de Max Dominique. Un par un, il ordonne l'exécution des 19 officiers. La purge ne s'arrête pas à ces exécutions et Duvalier cherche à traquer tous ceux qu'il considère comme des traîtres. Plusieurs iront se cacher dans les ambassades étrangères.
Max Dominic ne sera sauvé que par l'intervention de sa femme et de sa belle-mère Simone. Et il va être envoyé en Espagne comme ambassadeur, entre guillemets. Ah. Donc ça aura été très rapide son passage. La famille Duvalier va se fissurer. Marie-Denise s'éloigne forcément. Foucart gagne, lui, par contre, en influence, mais n'ira pas plus loin. Et Jean-Claude reste protégé, mais reste très isolé, parce qu'il était encore jeune. Et Papadoc, dans sa paranoïa chronique, continue les purges pour éliminer toutes les menaces possibles. Mmh. Et Baby Doc est officiellement redéclaré successeur de son père. Mmh. François Duvalier meurt à 64 ans dans son lit, le 21 avril 1971. Mmh. Il a une aggravation brutale de son diabète et une probable insuffisance cardiaque terminale. Son cercle médical était composé de 3 médecins personnels, dont un parent par alliance. Donc est-ce qu'il était vraiment médecin? On ne sait pas. Mmh. Il est enterré sans cérémonie grandiose pour éviter les troubles. Les Macoutes jurent dans la foulée fidélité à Jean-Claude le lendemain. Et la transition se fait sans heurts. Les systèmes de terreur est suffisamment solide. Ouais. Jean-Claude Duvalier, 19 ans, devient le plus jeune chef d'État du monde par hérédité, de 71 à 77. Son régime, moins terrifiant mais encore plus corrompu, est un régime qui s'effondre sous le poids de la misère, des révoltes et de ses propres excès. Mmh. Il sera exfiltré par les Américains en 1986 vers l'exil en France. Mmh. On a fini sur l'histoire complète. Ouais. Là, on va parler un petit peu l'héritage, qu'est-ce que ça a laissé derrière le duvalierisme. Le régime Duvalier laisse derrière lui une administration détruite, une armée fracturée, une économie exsangue et un système éducatif et sanitaire anéanti. Haïti sort affaibli dans ses fondements même. Enfin, il est toujours encore un peu comme ça d'ailleurs. Ah bah Haïti, oui. Oui, complètement même. La culture de la peur, les tontons macoutes, malgré la disparition des tontons macoutes, on a toujours cette culture de la peur. Eh bah oui. Il y a la méfiance, l'autocensure se fait toute seule. La peur des uniformes reste profondément ancrée dans la société haïtienne. On a un pays vidé de ses forces vives, on a une exode des médecins, des professeurs, des ingénieurs, des étudiants. Tous ont fui, on a tous les talents qui sont partis. Ouais, quand j'habitais en Guyane, il y avait une diaspora haïtienne assez importante. Il reste beaucoup de fantômes au niveau de la mémoire, on va dire. Il y a beaucoup d'inachevés. Il n'y a jamais eu de procès officiel pour les crimes de Papadoc, et Baby Doc aussi d'ailleurs. Baby Doc, lui, est revenu en 2011, mais n'a jamais été jugé non plus. Les familles des victimes attendent... Je me souviens du passage de Baby Doc. Bah, du retour, ouais. Ouais. Ouais, oui, ça avait fait gros tollé, notamment là-bas. Donc les familles des victimes attendent encore que justice soit faite, qu'il y ait au moins une reconnaissance et une réparation symbolique. La mémoire, elle, est vivante, mais l'État ne l'a jamais ni organisée, ni reconnue surtout. Il y reste une ombre aussi dans la politique moderne, puisque le duvalierisme n'a pas totalement disparu. Certains partis, réseaux ou familles se proclament encore de l'héritage du père de la nation noire. L'idée d'un homme fort protecteur et brutal persiste dans certaines franges politiques là-bas. Bah oui, c'est sûr. Et enfin, ce qui me semblait être pour moi le plus important, c'est le devoir de mémoire, avec le fait qu'il n'y ait pas de justice qui a été rendue. C'est le devoir de mémoire. Donc il n'existe pas d'institution publique mémorielle permanente ou d'archives publiques nationales consacrées à cette période en Haïti. Et l'absence de reconnaissance officielle par le gouvernement haïtien freine ce devoir. Il n'y a pas de commémoration d'État, mais il existe des collectifs de victimes et des familles de disparus qui organisent des petites commémorations locales, des réunions et des témoignages publics. On a les ONG aussi locales et internationales qui publient des rapports historiques ou des enquêtes sur les crimes de Duvalier. Il y a des travaux universitaires, documentaires, des livres qui font vivre la mémoire de la période, parfois avec des projets de mémoire numérique ou orale aussi, ou oraux. Ces initiatives sont plutôt portées par la société civile et les universités que par l'État haïtien. Voilà. Eh ben, c'était une drôle d'histoire quand même. Hein. Ouais. Donc je l'ai appelé le doctateur. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est un petit mélange de dictateur et de docteur. Eh oui, et en fait, j'avais vraiment pas vu l'entête du document. Pourtant, je viens de défiler 25 pages de ce document.
Non, j'avais pas vu ça. Ah oui, c'est très très intéressant comme histoire qu'on connaît quand même un peu en France, je pense. Oui. On Parce a une histoire qu'on en Haïti, nous. on Donc, a une histoire commune avec Haïti et qui est pas encore totalement résolue non plus. pas complètement cicatrisée, quoi. Ouais, oui, et puis il y a des choses plus anciennes que ce que tu as raconté là, Bah, je pouvais pas tout décrire. Hein. avec notamment le tribut que la France avait demandé à Haïti pour sa libération, pour son indépendance, qui a pesé assez lourd aussi dans l'histoire, mais effectivement, que ce soit Papa Doc ou Baby Doc, forcément, ont largement plombé Haïti, qui est Ils ont en pourri ce plus pays, quoi. un pays qui a souffert de beaucoup de catastrophes naturelles. Complètement. Que Très ce soit, régulièrement, on entend que ce ça, soit quoi. Ouais. tremblement de terre, que ce soit ouragan, etc. C'est un pays qui a énormément souffert. Ouais. Et donc, c'était intéressant d'avoir cette vision-là et de faire notre premier médecin dictateur qui a fait 30 à 50 000 morts, si j'ai bien compris. Ouais. Sans compter ceux qui n'ont pas été comptabilisés à peu près, quoi. Ouais. Donc voilà, quoi. Mais oui, à peu près, on va dire 50 000. Non, mais c'est sûr c'est une histoire que j'ai... Voilà, je le connaissais, tout le monde connaît tout le monde connaissait, de nom en tout cas, Papa Doc, Baby Doc aussi, et les tontons Macoutes surtout. Le journal de Griot aussi, il est quand même vachement connu. Mais c'est vrai qu'en détail comme ça, tout ça, puis les histoires, notamment avec les enfants et tout, c'est... J'en ai lu d'autres qui sont pas très chouettes à lire. Ah bah c'est sûr que là on est sur du vraiment sale. Hein. Ah ouais, c'est vraiment du sale. Mais si ça vous intéresse, il y a quand même pas mal il y a beaucoup de choses quand même sur Internet. Et pas que sur Wikipédia, hein, bien sûr. Wikipédia, je suis allée voir ses sources, hein, bien sûr. Il se réfère à de la littérature, notamment. Il y a quand même vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il y a un gros dossier sur Amnesty International, notamment sur le retour de Baby Doc en 2011, et ils reviennent sur son père. Qui n'est pas resté longtemps parce qu'il est mort 3 ans plus tard. Oui, mais du coup, il est très intéressant celui-là sur le Amnesty International, sur ce dossier très complet sur ça. Qu'est-ce qu'on a? On a Britannica aussi, et l'article de Sciences Po là, qui retrace toutes les atrocités dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est très fourni aussi quand même. Il était vraiment très très bien. Il y a aussi un épisode de podcast qui est très intéressant sur les intrigues sanglantes entre Max, Dominique. Ah oui. Je vous ai dit Domingue, mais c'était Dominique, pardon. Et son beau-frère, du coup, ça dure, je crois, une petite 40aine de minutes. C'est très, très, très intéressant, celui-là. Et c'est sur Haïti Inter. Je vous conseille d'aller le voir aussi. Il est vraiment super bien fait. Il y a beaucoup de littérature. Enfin, vraiment, il y a de quoi faire. Enfin, si le sujet vous intéresse, vous trouverez très facilement des choses quand même. Voilà. Ok, bah écoute, c'était J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Moi j'ai beaucoup aimé. Merci à tous pour vos retours du coup. Ouais. Pour vos écoutes de nos épisodes, ça nous fait toujours chaud au cœur d'avoir toujours des petits coucous, des choses comme ça. On n'a pas beaucoup ces derniers temps. Allez-y, n'hésitez pas. Réagissez à notre calendrier aussi. Ouais, le calendrier de l'Avent, là, tous les jours. C'est un petit épisode de 4 à 5 minutes. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à aller l'écouter. Une on a une petite... qu'on file à 5 avec les enfants. Et on a une petite... L'histoire se fait aussi en images, puisque tous les jours, je sors une image générée par IA, mais c'est moi qui lui donne tout ce qui doit être fait. Vous pouvez vous abonner sur nos plateformes. Nous sommes sur Spotify, Apple Podcast, Ocha et toutes les autres, comme d'habitude. Ouais. N'hésitez pas donc à nous laisser les petits messages, les commentaires et un max d'étoiles. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, la communauté de Medicine City Podcast aussi. Instagram, c'est medicinecity.podcast. On a Falsiparum Medicine City. Et Bloody Nurse Medicine City. Medicine City.
Partagez, likez, commentez, dites-nous tout ce que vous voulez. Ça vous plaît pas, ça vous plaît, dites-nous tout. On dit des bêtises, dites-le nous aussi. Vous adorez, dites-le nous aussi. Prochain épisode, Falsiparum, tu veux nous teaser un petit peu ? Non, j'ai pas encore réfléchi complètement. Il est possible que je vous parle d'un sanatorium. Ah, ça c'est sympa, les vieilles histoires, sanatorium. Ah oui, je vois laquelle tu veux parler. Tu m'en as parlé il y a pas longtemps. Ouais. Ok. Il est possible que j'ai envie de traiter celle-là. Après, je verrai. Très bien. C'est bon pour toi ? Ouais, c'est bon pour moi. Alors merci à tous, restez à l'écoute des pulsations qui montent depuis les ruelles sombres de la ville. À bientôt. À bientôt.